next panel is on offshore vessels, and the question if Europe can stay in the race. And to discuss this question, I'd like to ask Alban Bilot to join me on stage. Bonjour, comment allez-vous? Alors, on va parler français. Allez-y. On était censé être 3, mais on a eu une annulation à la dernière minute, donc ça va être nous 2. Mais merci d'être C'est pas très grave. C'est ça. Merci à vous. Merci. Donc, alors, la question, c'est est-ce que l'Europe peut vraiment continuer à jouer un rôle dans ce marché de bateaux? Il y aura besoin beaucoup plus de bateaux à l'avenir. Et quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez... Alors, vous êtes Marine... Alors, du coup, j'ai votre titre en anglais. Manager, opération, énergie marine renouvelable, c'est ça? Alors, c'est ça. En fait, Ouais, mon rôle est aujourd'hui d'accompagner Louis Dreyfus Armateur dans la capacité à opérer des navires spécialisés dans le soutien des opérations offshore dans le renouvelable. On opère des SOV, on opère des CTV et on regarde les futures solutions dont on aura besoin à l'avenir. D'accord. Et vous, alors, vos bateaux, ils viennent d'où? Alors, la construction est assez diverse. On a construit aujourd'hui 2 SOV qui ont été construits en Turquie, qui aujourd'hui opèrent sur les champs allemands, qui opèrent pour le client Ørsted. On a aussi développé des CTV, spécifiquement pour le marché français, mais également européen. Les 3 premiers ont été construits en France, avec un design français. Donc ça, c'est plutôt une fierté pour les premiers champs français. En ce moment, on accompagne d'autres clients. On fait construire de nouveaux SOV qui vont être cette fois-ci construits en Chine pour opérer encore en Europe. Sur ce point de vue-là, et je reviens sur cette question, en fait, alors je pense que l'Europe est toujours dans la course. Il ne faut pas oublier que même si on fait construire un navire en Asie, la plupart des équipements viennent d'Europe. On parle des moteurs, on parle de toute la technologie qui est à l'intérieur d'un navire. Les Européens restent encore aujourd'hui des gros acteurs dans les équipements. Et puis dès qu'on peut aussi avoir une opportunité de le faire en Europe, on le fait. Il y a plusieurs conditions. On essaye, notre rôle aujourd'hui, c'est plutôt d'accompagner nos clients. On reçoit une spécification, un besoin. On reçoit un besoin généralement technique, mais aussi de planning. Et ça, c'est une notion assez importante à prendre en compte, puisqu'on nous demande généralement d'arriver à temps aussi pour opérer le champ. Et là, en fait, en fonction de cette spécification, on propose une solution technique, on essaye effectivement de finaliser un design et de trouver un chantier ayant la capacité de construire cette solution-là et dans les temps. Et ça, c'est un gros sujet, puisque c'est un gros risque pour nous, pour notre client, qu'un navire soit en retard ou le chantier ne soit pas en capacité de produire à temps. Et puis un autre sujet qu'on regarde souvent également, c'est savoir les capacités qu'il y a ou les slots disponibles en France ou en Europe pour construire un navire. Est-ce qu'il y a des disponibilités au moment où on en a besoin pour faire un bateau? Donc c'est un sujet un peu plus large, en fait, où une fois qu'on a un design, on interroge une multitude de chantiers, qu'ils soient européens, français, en Asie, pour avoir un choix et essayer de voir laquelle est la solution la meilleure. Vous avez dit que vous avez fait construire quelques bateaux en France. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, et ça, il faut le souligner, c'est-à-dire que les clients, et ça, je tiens à les remercier, nous ont donné suffisamment de visibilité et de temps pour le faire. Je m'explique. Quand on essaye de faire un bateau, un design, il faut nous laisser le temps déjà de concevoir le bateau, après de consulter les chantiers pour voir si quelqu'un est intéressé pour le construire en France, en Europe. Et donc, on nous a donné suffisamment de temps pour le faire. En plus, on nous a donné suffisamment de visibilité aussi opérationnelle et contractuelle pour pouvoir effectivement sécuriser cette solution-là et pouvoir prendre un risque qui est quand même maîtrisé de construire un bateau en France pour un chantier où c'est une première, etc., par rapport à d'autres chantiers qui peuvent être plus expérimentés dans ce type de bateau. Donc on a construit nos 3 premiers bateaux au Sable d'Olonne. On a construit les autres CTV en Asie. C'est pour ça que je dis que ça reste un marché global. Et la raison aussi, c'est que le timing était beaucoup plus serré. Autant les premiers CTV, on a eu 2 ans pour le faire. Les appels d'offres qu'on a reçus, qu'on a fait en Asie, on avait 6 mois.
pour être prêt. D'accord. Donc voilà. Et certains chantiers, il faut aussi prendre conscience de ça, produisent en avance, en spéculatif, c'est-à-dire qu'ils commencent déjà à produire des navires avant même que on les ait commandés. En Asie ou en France? En Asie, En généralement. Asie. Mais en Europe aussi, certains chantiers européens font cette démarche, c'est-à-dire d'être en avance de phase, de parier sur une solution en disant je commence à produire et je sais que je vais trouver un client. Et ça, c'est plutôt quand même courageux et effectivement, ça nous permet parfois de choisir ces solutions-là pour être dans les temps. Si j'ai bien compris, en France, il y avait un petit problème de retard ou ça a pris plus de temps de toute manière? Alors, ça a pris plus de temps, mais comme tout le monde le sait, on était dans une période un peu difficile qui était le Covid. Ah oui. Donc construire un bateau dans ces périodes-là, c'est un peu compliqué. Les chantiers ont souffert aussi de gros problèmes de ressources également, les équipementiers aussi, la logistique a été très compliquée. Mais mine de rien, on a réussi et on a eu effectivement quelques mois de retard, mais on a réussi et nos clients, encore une fois, nous ont soutenus pour, on va dire, ne pas trop nous pénaliser sur ces retards et on a trouvé des solutions alternatives pour combler ce manque et attendre les bateaux. D'accord. Et alors, pour vous, en fait, si vous regardez le marché français ou européen, quel rôle est-ce que ce marché peut jouer à l'avenir? En fait, dans quelle mesure est-ce que les chantiers ici peuvent continuer à jouer un rôle dans ce marché? Il le joue toujours un peu en fait. Il faut savoir qu'il y a des chantiers qui sont quand même plus spécialisés pour ce type de navire, d'autres moins. On a eu des discussions par exemple avec les chantiers de l'Atlantique qui sont quand même spécialisés plus sur un autre type de navire et qui aujourd'hui nous disent on n'est pas prêt pour ce type de bateau. Donc on est aussi toujours en discussion constante avec des chantiers européens. On continue aussi à garder nos contacts ailleurs. Et à chaque fois, c'est une évaluation de qui est capable de faire notre solution dans les temps et en répondant surtout à une question. Et le prix est aussi un aspect important à prendre en compte. On voit moins d'écart, comme je le dis. Aujourd'hui, un bateau même fait en Asie, la plupart des équipements sont européens. Donc finalement, sur le prix, ça se ressent, la différence se ressent moins. Maintenant, il ne faut pas se cacher non plus. Les gens veulent payer l'énergie le moins cher possible. Donc on fait qu'on vient s'intégrer dans cette chaîne, supply chain, et donc le prix reste aussi important pour maîtriser les coûts et arriver avec une solution qui soit en ligne avec aussi les besoins de nos clients. Est-ce que vous diriez que les chantiers qui sont en Asie, les chantiers navaux, est-ce qu'eux, ils ont un avantage très clair, très net sur se situer en Europe, ou est-ce que ça dépend vraiment du type de bateau? Ça dépend du type de bateau. Mais en tout cas, sur ce type de bateau, sur des bateaux où aujourd'hui on est quand même sur des séries, effectivement, ils ont cet avantage d'avoir un outil de production qui est quand même assez conséquent. Ils arrivent donc à contenir les délais de livraison, réussir aussi à intégrer votre projet, c'est-à-dire parmi tant d'autres. Là où parfois en Europe, quand on consulte, on voit bien qu'il y a des créneaux qui ne sont pas forcément disponibles. C'est un challenge à chaque fois de trouver aussi le bon timing, le bon moment, le bon prix aussi. Forcément, des chantiers qui vont être plus disponibles vont être plus à même de faire des prix plutôt attrayants pour essayer, encore une fois, d'occuper leur capacité. Mais c'est un ensemble de choses, de paramètres comme celui-là. Le temps est très important. D'accord. Est-ce qu'il y a des parties que votre entreprise ferait toujours, à l'avenir, fera toujours fabriquer en Europe? Que vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des raisons aussi de confidentialité, éventuellement, de sécurité d'approvisionnement? Je pense qu'on a les capacités en France ou en Europe. Quand on parle de sujets comme les CTV, je pense que ces bateaux-là, on a largement la capacité de les faire en France. Oui. Si on a fait ces choix, c'est vraiment pour une question de timing. Aujourd'hui, la preuve, c'est que nos premiers CTV ont été faits en France, on nous a donné le temps, on l'a fait, et nos clients nous ont soutenus dans cette démarche. Les SOV, c'est un petit peu plus compliqué, même si aujourd'hui, on voit encore beaucoup de chantiers européens produire. Je pense à Damen, je pense à Ulstein. Tous ces gens-là font des bateaux en Europe. Et donc, à chaque fois, c'est à nous d'évaluer les solutions, savoir si on peut le faire. Certains chantiers aussi, on garde aussi cette volonté de faire leur propre design, c'est-à-dire qu'ils vendent le design et la production. Quand on arrive avec une solution, on va dire, tailor-made, en tout cas très custom pour les clients, il faut trouver un chantier qui ait la capacité de construire sur plan, accepte aussi de reprendre un projet. Et ça prend du temps également. Cette compétence existe en Europe? Oui, tout à fait. D'accord. Elle existe, mais encore une fois, il faut aussi qu'il reste compétitif
Et il faut qu'ils aient aussi la capacité de construire dans les temps et donc les ressources. On voit bien de temps en temps, ça peut être compliqué de trouver les ressources pour produire les navires en Europe. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'avenir? Est-ce que vous allez continuer avec... Enfin là, vous avez parlé des commandes, des dernières commandes qui n'étaient pas en Europe, mais est-ce que ça peut changer à l'avenir? Comment est-ce que vous l'envisagez? Pour l'instant, on a décidé de rester dans le domaine qu'on maîtrise, c'est-à-dire ce type de bateau qui soutient là plutôt les aspects O&M, maintenance, contrat à long terme. Les bateaux de construction, pour l'instant, ne sont pas à l'ordre du jour. On parle de jack-up, on parle de navires qui sont quand même assez énormes. Pour l'instant, on n'a pas cette vocation-là. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont déjà très présents. Ça serait très dur de rattraper notre retard. Maintenant, sur l'aspect, ce qu'on fait, CTV et SOV, je pense qu'on va continuer à grandir, à essayer de proposer des solutions aussi assez innovantes. On continue à essayer de forcément minimiser les empreintes carbone de nos navires. On parle d'hydrogène, on parle de méthanol. On continue à travailler, on parle de CTV full électrique. Donc tout ça demande aussi des gros partenariats avec nos clients, parce que quand on parle de nouvelles solutions bas carbone, il faut aussi qu'on ait la supply chain. Un bateau full électrique, il va falloir trouver la capacité de le recharger sur champ. Donc ça veut dire que ça nécessite des partenariats très proches avec nos clients. C'est-à-dire que là, on parle de long terme, on parle de projets imbriqués. On ne peut pas le faire tout seul. Et quand on parle des solutions bas carbone, dans quelle mesure est-ce que vos bateaux répondent à ces critères-là? Alors on a essayé de différentes solutions. Nos 3 premiers CTV étaient des solutions hybrides. On a essayé de minimiser les impacts, surtout dans les périodes de stand-by en mer. Nos CTV, les 2 premiers, ont été aussi les premiers à intégrer des solutions hybrides, ce qui nous a permis aussi de minimiser les consommations. Aujourd'hui, on essaye de passer, on va dire, à l'étape suivante, c'est-à-dire d'utiliser des carburants bas carbone. On a été les premiers aussi à tester des solutions de biocarburants. Ça a plutôt bien fonctionné, mais après on se pose la question sur les ressources suffisantes. On regarde des sujets de méthanol, on a étudié des sujets à l'hydrogène. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus que aussi avoir le client qui est prêt aussi à nous accompagner sur ces solutions-là. Et en tout cas, on se fera un plaisir de le faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Alban Biou, de Merci beaucoup. Louis Dreyfus Amateur. Merci. Merci. Thank you.